Oui, madame, vous pouvez commencer. Très bien. Donc, nous allons aborder aujourd'hui la question sur l'éclampsie. Alors, les objectifs de ce cours, c'est faire le diagnostic d'une crise d'éclampsie, connaître les complications, savoir prévenir la crise d'éclampsie, c'est-à-dire par le dépistage organisé de la toxémie et par son traitement bien conduit. Alors, voilà le plan. On va parler de l'introduction, de la physiopathologie, le diagnostic positif, le diagnostic différentiel, le pronostic et les complications aussi bien maternelles que fœtales, la prise en charge, les préventions ultérieures et la conclusion. Alors, l'introduction. L'éclampsie, c'est un accident qui est aigu, qui est paroxystique, des syndromes vasculo-rénaux. Du point de vue clinique, elle est définie par quoi? Par des crises qui sont convulsives, qui surviennent soit par accès à répétition, soit elles sont suivies d'un état comateux pendant les derniers mois de la grossesse, soit pendant le travail, ou plus rarement pendant des suites de couches. C'est-à-dire, l'éclampsie, elle peut survenir au moment de la grossesse, c'est-à-dire au troisième trimestre, soit pendant le travail, quand la patiente vient pour accoucher, ou bien après avoir accouché. Alors, la définition. Donc, l'éclampsie, c'est un accident qui est aigu, paroxystique, compliquant la prééclampsie, à expression neurologique. Donc, c'est tout ce qui est neurologique qui est prédominant, réalisant une crise convulsive, tonico-clodier suivie de quoi? D'une perte de conscience qui survient dans un contexte de toxémie, c'est-à-dire dans un contexte d'hypertension, parfois inaugurale, souvent à partir de la 20e semaine d'aménorrhée, soit pendant le travail ou dans les 48 heures du postpartum. Madame, pardon, Oui, je m'excuse, j'ai juste que votre diapo, ça s'est bloqué. ah, je reviens en Est- arrière. Non, ça s'est complètement bloqué. Est-ce que vous pouvez quitter le mode plein écran? Je pensais pour ça. Parce que D'accord. elle est bloquée sur la première diapositive. عندنا. Ah là, voilà, on voit. Là, Voilà. vous voulez que je reprenne ou c'est bon? Non, c'est bon, madame, on a entendu. Juste si on n'avait pas la diapo qui correspondait. Sinon, je peux revenir en arrière, hein. C'est comme vous Quand voulez. vous, c'est quand vous voulez, madame. Là, on la voit, c'est la diapo 7 normalement. C'est ça? C'est bien ça, oui. Voilà, c'est bon. OK. Donc, l'intérêt de la question, c'est quoi? C'est une complication neurologique qui est redoutable. Elle complique au moins 1% de prééclampsie sévère. C'est-à-dire, quand on a une prééclampsie sévère, on a 1% de crise d'éclampsie, avec une mortalité maternelle qui est importante. La fréquence, elle est rare actuellement. Pourquoi? Parce qu'on fait le dépistage précocement d'une toxémie et on lui donne le traitement qu'il faut. La gravité, c'est une urgence obstétricale grave, elle est très grave, l'éclampsie, qui peut mettre en jeu aussi bien le pronostic maternel de la maman que fœtal. L'intérêt, c'est quoi? C'est la prévention et d'assurer une meilleure prise en charge de la prééclampsie et d'instaurer un traitement médical dans les plus brefs délais. C'est-à-dire, dès qu'on fait le diagnostic de la prééclampsie, on doit la traiter. On doit prendre on doit faire un traitement le plus bref dans les plus brefs délais afin d'éviter les complications. Dans la physiopathologie, alors qu'est-ce qui se passe? On a une insuffisance placentaire qui va entraîner des troubles précoces de la placentation avec une diminution du débit utéroplacentaire, donc les échanges entre l'utérus et le placenta, qui va entraîner une ischémie placentaire. Alors cette ischémie placentaire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va agir au niveau fœtal et au niveau maternel. Au niveau fœtal, qu'est-ce qu'on aura? On aura une diminution de l'oxygénation et des apports nutritifs, puisque vous savez que c'est grâce au sang que les apports nutritifs et l'oxygène est apporté au fœtus, qui va se manifester par quoi? Par un retard de croissance intra-utérin et un oligoamnios. L'oligoamnios, c'est une diminution du liquide amniotique. Le retentissement maternel, comment il va agir? On a une libération de substances cytotoxiques qui vont entraîner au niveau des vaisseaux des lésions, qu'on appelle des lésions endothéliales, et qui va agir au niveau de différents organes.
en entraînant une hypertension artérielle. Au niveau du rein, on aura une protéinurie. Au niveau du foie, on peut avoir la complication la plus grave, c'est le HELLP syndrome. Au niveau du cerveau, l'éclampsie. Et on aura également des troubles de la coagulation. Pour le diagnostic, alors comment qu'on fait le diagnostic positivement? Alors, par l'interrogatoire, notion de grossesse non suivie, c'est-à-dire elle vient vers le 5e mois, elle n'a pas fait de consultation au premier trimestre, on ne lui a jamais pris la tension. Théoriquement, la tension et le poids et le lactique doit être fait à chaque consultation. L'hypertension, elle avait une hypertension, mais elle n'a reçu aucun traitement. Elle a une bouffissure du visage, c'est un visage qui est gonflé. On a des œdèmes et on a des prodromes que je vais détailler tout à l'heure. Il faut éliminer évidemment une autre cause, l'épilepsie, un désordre métabolique. Elle peut faire un coma diabétique avec des crises de convulsions et on aura l'impression que c'est une crise d'éclampsie, or c'est une autre cause. Pour les signes cliniques, on a des prodromes. C'est quoi? C'est l'accentuation des signes cardinaux. C'est quoi? Alors, qui dit éclampsie? On a 3 signes qui sont cardinaux obligatoires. C'est l'hypertension, c'est l'œdème et la protéinurie. Si on n'a pas ces 3 signes, on ne parle pas d'éclampsie. L'apparition des signes annonçant la crise, c'est quoi? Ce sont des céphalées qui sont frontales, donc au niveau du front, ou bien en casque, comme si on portait un casque. Elles sont constantes quelques jours avant pouvant s'associer à une somnolence ou des vertiges. On a des troubles oculaires, la morose qui est caractéristique. On a des troubles digestifs à type de nausées, de vomissements, de douleurs en barre. Qui dit en douleur en barre, il faut toujours penser au HELLP syndrome. Un traitement à ce stade permet d'éviter l'éclampsie. Si elle vient, elle a tous ces symptômes, on peut traiter, on peut se rendre compte qu'il y a une hypertension et la traiter afin d'éviter la crise d'éclampsie. Si ces signes régressent spontanément, la première chose à laquelle vous devez penser, c'est la mort fœtale. Donc, ça veut dire que le bébé est décédé et c'est pour ça qu'il y a une disparition de ces symptômes. On peut avoir des signes neurologiques à type de signes oculaires, auditifs, bourdonnement d'oreilles, d'irritabilité, d'anxiété. La crise convulsive. La crise convulsive se fait en 4 étapes. On a la phase d'invasion et la phase hypertonique au début. Donc la phase d'invasion qui va durer 30 minutes, elle est faite de quoi? De petites secousses fibrillaires au niveau de la face. Donc on voit au niveau de la figure des petits mouvements. On a des battements des paupières, roulement des globes oculaires, elle a les yeux qui tournent, une agitation des ailes du nez, comme si elle avait une détresse respiratoire, comme les nouveau-nés qui font une détresse, ils ont des battements des ailes du nez. Mouvement de la négation de la tête, c'est-à-dire qu'elle dit non de la tête à droite, à gauche, qui s'incline finalement d'un côté pour se mettre d'un côté. Rapidement, on a la secousse qui va gagner le cou. Les membres supérieurs et les avant-bras vont se mettre en pronation forcée. Les mains et les doigts sont hyper fléchis. D'accord? Donc, elle a une hypertension au niveau des membres. La phase hypertonique. Cette phase hypertonique, elle dure 20 à 30 secondes. C'est une hypertonie qui porte sur tout le corps. Le corps est courbé en opistotonus et les membres supérieurs sont en flexion. Les membres inférieurs en extension, avec une respiration qui est bloquée. On a l'impression que le larynx est fermé, elle ne peut plus respirer. Et la face, elle devient toute rouge, asphyxiée. D'accord? Donc, elle est très tendue. On ne peut même pas la porter parce qu'elle a les membres qui sont hyper tendus, en hyperflexion. La phase clonique, elle dure plus d'1 minute. Elle débute par une petite expiration forcée qui est très bruyante, auxquelles succèdent des convulsions de la moitié du corps supérieur. Le tronc et les membres inférieurs restent immobiles. Donc, il n'y a que la partie supérieure du corps qui va être en convulsion. La gestante n'a pas tendance à tomber du lit et elle n'urine pas. C'est ce qui permet de différencier entre l'épilepsie où il y a les urines. Ensuite, on a la phase comateuse. Tous les stades du coma peuvent être observés. Le faciès congestif, la respiration régulière et stertoreuse, la midriase,
l'aryflexie totale et même de la fièvre. Pour les signes paracliniques, alors le bilan maternel, qu'est-ce qu'on va demander? Afin de détecter une complication, quels sont les types de complications? On a le HELP syndrome, la CIVT, l'insuffisance rénale et l'insuffisance hépatique. Alors, quels sont les bilans qu'on va demander? On va demander la formule à la recherche de l'hémoglobine, de l'hématocrite, le taux de plaquettes s'il y a une CIVD, le bilan rénal, c'est l'urée, la créatinémie, l'acide urique, la protéinurie des 24 heures parce qu'elle peut faire une insuffisance rénale, le bilan hépatique, l'azate et l'alate qui sont augmentés, la bilirubine totale et conjuguée, le bilan d'hémostase puisqu'on a dit qu'il y avait une CIVD, et donc on va demander le TP, le TCK, le fibrinogène, le ionogramme sanguin est important, le potassium pour voir s'il faut la réhydrater ou pas, et évidemment le CG. Alors le bilan fœtal, alors c'est quoi? C'est les mouvements actifs fœtaux, il faut être sûr que le bébé est vivant, la hauteur utérine, l'écho-doppler pour évaluer l'état et la trophicité du fœtus, c'est-à-dire le doppler ombilical, éventuellement le doppler cérébral, le RCF pour voir s'il y a une souffrance fœtale, le score de Manning. Le score de Manning, c'est les mouvements actifs fœtaux du bébé. On le fait par échographie, donc il y a les mouvements respiratoires, le tonus, les mouvements actifs fœtaux, le RCF et la quantité du liquide amniotique qui permet d'évaluer le bien-être fœtal. Le diagnostic étiologique. Alors, la crise d'éclampsie, elle complique des pathologies suivantes qui sont la toxémie gravidique, l'hypertension artérielle chronique qui peut se compliquer d'éclampsie, les néphropathies, les lésions urologiques à type de malformation rénale, de malformation du calice et du bassinet, la malformation de l'urtère et les autres affections qui peuvent aller de la lithiase jusqu'au rein polykystique. Alors, le diagnostic différentiel. Alors, dans le diagnostic différentiel, on a toutes les crises convulsives, qu'elles soient neurologiques, métaboliques, embolie amniotique ou crise d'hystérie. Donc, neurologique, c'est la crise d'épilepsie, avec émission d'urine et morsure de la langue. On a des tumeurs cérébrales, on a l'AVC, on a la rupture d'anévrisme, métabolique, une hypoglycémie chez les diabétiques, une hypocalcémie. On a l'embolie amniotique et la crise d'hystérie, c'est des crises nerveuses. Elle s'est disputée avec la belle-mère ou son mari et elle fait une crise nerveuse comme des convulsions. Alors, en ce qui concerne les complications, on a des complications maternelles et des complications fœtales. Alors, en ce qui concerne les complications maternelles, on a le taux de morbimortalité qui est augmenté. Sous traitement, l'évolution est favorable. Mais par contre, sans traitement, on aura des complications à type d'œdème cérébral, d'hémorragie cérébro-méningée, de psychose purpurale, c'est-à-dire de dépression dans le postpartum, d'OAP, œdème aigu du poumon, une insuffisance hépatocellulaire, une insuffisance rénale par ischémie globulaire, un hématome rétroplacentaire ou un HELP syndrome avec CIVD. Alors, le HELP syndrome, c'est très important parce qu'il faut savoir faire le diagnostic. Il se caractérise par quoi? Par des vomissements. Donc, si vous voyez une patiente qui a de l'hypertension, une éclampsie et qui vomit, qui a des douleurs, elle vous dit j'ai mal au niveau de l'hypocondre droit ou des douleurs épigastriques, la première chose à laquelle vous devez penser, c'est le HELP syndrome, qui est une complication de l'éclampsie. Alors, dans la biologie, qu'est-ce qu'on aura? On aura une thrombopénie, une élévation des transaminases et une anémie hémolytique. Dans les complications fœtales, le pronostic fœtal est sombre. Vu le risque de mortalité, on voit que le fœtus peut mourir à 20 à 30% des cas par hypoxie aiguë, qui donnera quoi? Une encéphalopathie anoxique et ischémique. La morbidité est augmentée en rapport de la sévérité de la crise. Plus la crise est sévère, plus la morbidité est augmentée. Alors, qui va se manifester par quoi? Par une souffrance fœtale aiguë, par une mort fœtale et par une prématurité. Prématurité, pourquoi? Parce qu'il y a une souffrance et elle n'est pas à terme et elle fait des crises d'éclampsie. Donc, on est dans l'obligation d'extraire le bébé parce que le milieu dans lequel il est au niveau de l'utérus est néfaste pour lui. Et ça va
lui entraîner une souffrance. Donc, autant le retirer avant qu'il meure. On peut avoir des risques qui sont liés aux drogues qu'on administre à ces patientes-là, soit à type d'hypotonie, de troubles respiratoires ou des troubles de la thermorégulation, c'est-à-dire des hypothermies. En ce qui concerne la prise en charge, alors le but de cette prise en charge, c'est quoi? C'est d'assurer la liberté des voies aériennes parce que la patiente peut, au moment de la crise, peut avaler sa langue. Donc sa langue, elle peut bloquer au niveau du larynx. Donc on est obligé de mettre une canule pour libérer les voies aériennes, maintenir la perfusion placentaire, c'est-à-dire en donnant des vasodilatateurs pour augmenter et qu'il n'y ait pas d'insuffisance placentaire avec l'anoxie. Stabiliser la tension artérielle, c'est le point le plus important. Traiter la crise éclamptique et prévenir sa récidive et ses complications. Quels sont les moyens et les indications? On a des mesures générales. C'est quoi? C'est l'hospitalisation. La position de sécurité, c'est la mettre en décubitus latéral gauche, c'est-à-dire qu'elle va dormir sur le côté gauche afin de faciliter les échanges au niveau du foie puisqu'on ne va pas comprimer le côté droit en dormant, elle va aplatir la veine porte et les échanges vont diminuer. Mise en place d'une canule de Gödel avec aspiration des sécrétions, oxygénothérapie, 8 litres à 10 litres par minute, mettre 2 voies d'abord périphériques de bon calibre, voire même une voie veineuse centrale, c'est-à-dire une voie au niveau du cou, sondage vésical pour quantifier la diurèse, pour être sûr parce que la complication, c'est l'oligoanurie ou l'anurie. Donc, on doit quantifier la quantité d'urine qu'elle va évacuer. Surveillance des constantes vitales, c'est-à-dire la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et l'hypertension. Et évidemment, remplissage vasculaire par des macromolécules. Le traitement anticonvulsant, c'est le traitement médical. On a le sulfate de magnésie, c'est le médicament de choix de la crise d'éclampsie. Pourquoi? Parce qu'il est vasodilatateur. La posologie, c'est quoi? C'est 4 grammes en intraveineux lente en 15 à 20 minutes à faire passer. Ensuite, on a la dose d'entretien. La dose d'entretien, c'est 1 à 2 grammes par heure en perfusion pendant 24 à 48 heures. Par contre, s'il y a une nouvelle crise, on va reprendre la dose d'attaque, c'est-à-dire 2 à 4 grammes en IV lente, 15 à 20 minutes. Le risque, c'est quoi? C'est une diminution brutale de la tension artérielle qui peut tuer le bébé. Donc, il ne faut pas donner un traitement afin de diminuer d'une façon trop brutale l'hypertension. La surveillance, c'est un médicament qui demande une fiche de surveillance très importante parce qu'il a des effets secondaires. Il faut revoir les réflexes ostéotendineux, le rythme respiratoire et le rythme cardiaque, l'oxymétrie, voir si elle est bien oxygénée, quantifier la diurèse et faire un ECG. Les effets secondaires, c'est quoi? C'est des nausées, sensations de chaleur, asthénie, somnolence. Les contre-indications, donc si c'est une patiente qui a une myocardiopathie, qui a une insuffisance respiratoire, qui a une oligoanurie ou qui a une myasthénie, le sulfate de magnésie est contre-indiqué chez elle. Les signes de surdosage, donc devant l'apparition d'une diminution ou d'une abolition des réflexes ostéotendineux, devant la diminution ou l'arrêt respiratoire, devant la fatigabilité musculaire, c'est-à-dire les muscles ne réagissent plus, on la pince et le muscle ne réagit pas, un flush cutané, une diplopie, on est dans un cadre de surdosage. Et on a une antidote qui est le gluconate de calcium et l'oxygénothérapie. Alors, dans le cas où il y a la crise, elle vient et elle est là, vous l'avez devant vous, elle est en pleine crise. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre du Valium à 10 mg en IV lente, suivi d'une dose d'entretien de sulfate de magnésie, puisque c'est un vasodilatateur. Sinon, on donne du clonazepam, 1 mg en IV lente, puis une dose d'entretien 1 g toutes les 6 heures. Ça, c'est pour éviter une éventuelle crise d'éclampsie. Le traitement antihypertenseur, il faut traiter la prééclampsie
en privilégiant des traitements à action vasodilatateurs. Étant donné que là, il y a une vasoconstriction, nous, le but, c'est quoi? De traiter la malade, de donner du sulfate de magnésie qui est un vasodilatateur, et on va choisir des antihypertenseurs qui ne vont pas entraîner une constriction, mais par contre une vasodilatation. Le choix médical et la voie d'administration se fera en fonction des chiffres tensionnels. Alors, le meilleur produit, c'est le Loxène, 2 ampoules et demie dans 250 cc de sérum glucosé ou à la seringue électrique. Il vaut mieux donner la seringue électrique parce que quand on le donne en perfusion, il suffit que la malade bouge pour que le débit soit s'arrête, soit il est perturbé. Donc, quand on met avec une seringue électrique, on met la dose de cc qui doit être libérée toutes les minutes et là, on n'a aucun risque. Alors, quand est-ce qu'on va préconiser des diurétiques? Alors, des diurétiques tels que le Lasix, on le donne dans le cas où il y a une oligoanurie ou une anurie, c'est-à-dire qu'il y a une insuffisance rénale qui s'est faite lors de la crise et le rein ne fonctionne plus. Donc, on doit le booster, on doit l'exciter en lui donnant du Lasix. Malgré la restitution de la volémie, malgré qu'on donne des macrolides, qu'on la remplit, la patiente, elle peut faire une anurie ou une oligoanurie. D'où l'intérêt de donner du Lasix. La corticothérapie. Alors, si c'est une grossesse qui est inférieure à 34 semaines, donc on doit mettre des corticoïdes, c'est de la bétaméthasone, 2 injections de 12 mg en IM à 24 heures d'intervalle ou à 12 heures d'intervalle. C'est-à-dire, ça c'est pour améliorer la maturité pulmonaire pour pouvoir faire l'extraction sans avoir peur d'avoir une détresse respiratoire, les maladies des membranes hyalines. Alors, en ce qui concerne le traitement obstétrical, la prise en charge se fera en fonction de l'âge gestationnel, de la sévérité de la prééclampsie, de s'il y a une complication maternelle ou fœtale et de la récurrence des crises. Donc, on va prendre en considération tous ces éléments pour décider si on doit faire l'extraction par voie basse ou par césarienne. Alors, si l'âge gestationnel est inférieur à 32 semaines ou l'estimation du poids fœtal est inférieure à 1900 grammes, c'est-à-dire moins de 2 kg, et s'il y a eu une seule crise et en absence de complications, qu'est-ce qu'on va faire? On fait l'expectative, c'est-à-dire on ne fait rien. On va traiter la crise, on va donner des corticoïdes et, entre-temps, on va faire une surveillance maternelle et une surveillance fœtale. Qui dit surveillance maternelle? Il y a déjà surveillance clinique, biologique, échographique. Clinique, c'est la tension artérielle, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, la diurèse pour quantifier s'il n'y a pas d'oligo-anurie ou d'anurie, l'état de conscience pour voir si la patiente n'a pas fait une perte de conscience, si elle n'a pas fait un AVC, si elle n'a pas de problème. Donc, on doit questionner la malade, lui parler. Et on doit rechercher des signes de toxicité du traitement. Vous savez que le magnésium n'est pas sans risque, donc il faut faire une bonne fiche de surveillance en donnant le magnésium, on doit le donner avec précaution. La biologie, c'est la formule, le TP, le TCK, les facteurs de la coagulation, puisqu'on a dit qu'il y avait un risque de CIVD, donc il y a un risque de coagulopathie, donc on est dans l'obligation de rechercher ces facteurs de coagulation, de voir l'état du rein en demandant une urée et une créatinémie et une protéinurie des 24 heures, et regarder le foie, les azates, les alates. Pourquoi? Parce que c'est des organes qui sont cibles. Les organes cibles de cette pathologie, c'est le foie, le cerveau, les reins, le foie, le cerveau, les reins. Donc, l'échographie abdominale à la recherche d'un hématome sous-capsulaire du foie. Et ça, c'est dans le cadre du HELP syndrome. Surveillance fœtale, ce sont les mouvements actifs fœtaux, les bruits du cœur fœtal. On fera une surveillance par l'échographie et on fera le score de Manning pour voir les mouvements respiratoires du fœtus, s'il bouge, s'il y a assez de liquide amniotique, on fera l'RCF exactement, et le Doppler, plus le Doppler et l'uricémie. Vous savez que si l'uricémie est supérieure à 60, c'est un signe de souffrance fœtale. L'extraction fœtale après 48 heures en dehors de complications. Donc, dans tous ces cas, on a une patiente
qui a un âge gestationnel inférieur à 32 semaines ou un poids inférieur à 1900, on va traiter la crise, on va donner tout ce qu'il faut, on va surveiller, mais on se donne un temps de 48 heures et on fait l'extraction. Parce que ça ne sert absolument à rien de maintenir la grossesse plus que ça. Donc maintenant, dans le cas où l'âge gestationnel est supérieur à 32 semaines, dans le cas où c'est entre 32 et 34, on peut donner les corticoïdes, toujours, puis l'extraction dans les 24 heures qui suivent. Ça ne sert à rien de maintenir une grossesse au-delà, si la patiente a déjà fait une crise d'éclampsie. Supérieure à 34 semaines, aucun bénéfice de poursuivre la grossesse. Il faut faire l'extraction tout de suite. La voie d'accouchement, quel que soit l'âge gestationnel, si l'état de mal convulsif, donc si la patiente a fait une crise déjà chez elle, elle vient chez vous, elle fait une deuxième crise à côté de vous et elle fait une troisième crise, on parle d'état de mal convulsif. Et là, on ne discute même pas, on ne cherche même pas la maturité. C'est pour sauvetage maternel, puis fœtal, mais surtout maternel, on fait la césarienne. La voie basse, quand est-ce qu'on va faire un accouchement par voie basse? Premièrement, si l'âge gestationnel est supérieur à 32 semaines, si le poids est supérieur à 1900 grammes, si les conditions obstétricales sont favorables, c'est-à-dire les conditions cervicales, un col de multiparts, un col qui est ouvert, qui est dilaté. Pas de contre-indication à la voie basse, c'est-à-dire si elle n'a pas un utérus cicatriciel, si elle n'a pas un bassin qui est rétréci, un bon état général, absence de complications fœtales et maternelles, et si l'enfant est mort, autant privilégier la voie basse. Quand est-ce qu'on va faire la césarienne? La césarienne, on la fera dans le cas où l'âge gestationnel est supérieur à 32 semaines, où l'estimation du poids fœtal est moins de 1900, s'il y a une contre-indication à la voie basse, s'il y a un état de mal convulsif, c'est-à-dire qu'elle a fait plusieurs crises de convulsions, et s'il y a des complications maternelles, à savoir une souffrance fœtale aiguë, un retard de croissance intra-utérin, une CIVD, un HELP syndrome ou une prééclampsie sévère, c'est-à-dire une prééclampsie où on n'arrive pas à juguler la tension, où la tension est instable. L'accueil du nouveau-né doit être programmé en présence d'un pédiatre. Il faut lutter contre l'hypothermie et il faut lutter contre l'infection. Le postpartum, risque de récidive de la crise. Il faut maintenir la perfusion de sulfate de magnésium pendant 24 à 48 heures. Il faut savoir que dans les 7 ou à 8 jours, cette patiente peut faire dans le postpartum une crise d'éclampsie. Donc, il faut maintenir le sulfate de magnésie pour protéger et entraîner une vasodilatation afin d'éviter une nouvelle crise d'éclampsie. Si persistance du coma, donc il y a des patientes qui peuvent avoir un coma, et dans ce cas, si 4 à 6 heures après l'accouchement, elle est toujours dans le coma, on doit faire l'IRM ou une TDM cérébrale pour rechercher un œdème cérébral. La prévention, c'est quoi? Pour les grossesses ultérieures, il faudra assurer une meilleure prise en charge dès le début de la grossesse. On mettra la patiente sous aspégique, soit à 100 mg, soit à 160 mg. Dès le premier trimestre, c'est-à-dire entre 8 à 10 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire dès qu'on a une activité cardiaque, jusqu'au T3, c'est-à-dire jusqu'à 34 semaines d'aménorrhée. Prévenir les crises d'éclampsie avec du sulfate de magnésium dans la prééclampsie sévère. Donc, c'est dans la prévention. Conclusion, l'éclampsie est une complication grave à expression neurologique importante du syndrome vasculo-rénal, pouvant mettre en jeu le pronostic fœtal et maternel. D'où l'intérêt d'une consultation prénatale, du diagnostic précoce de la toxémie gravidique ainsi qu'un traitement adéquat. Et je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Beaucoup. Oui, madame, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Madame, la césarienne, on l'a fait quand elle fait plusieurs crises, c'est ça? Oui. Si elle fait juste une seule crise, on peut aller avec la voie basse. Alors, si elle fait une seule crise et c'est pas une primipare où le col est dilaté, il est ouvert et on peut mettre une perfusion de syntocinon et le travail va être rapide. Là, on peut accepter la voie basse.
évidemment sous surveillance et monitoring. C'est-à-dire monitoring, on va prendre la tension artérielle toutes les heures, d'accord, pour éviter avec les efforts de décontraction et des poussées, elle peut faire une autre crise. Par contre, si c'est une primipare où le col est fermé, là, il faut préférer la césarienne. D'accord, merci madame. Il n'y a pas d'autres questions dans le groupe? S'il y a une question, madame, on vous demande si on trouve un œdème cérébral, quelle sera la conduite à tenir? Un œdème cérébral. Il n'y a absolument rien à faire, c'est la surveillance. On doit surveiller la patiente jusqu'au moment où l'œdème va diminuer. On peut donner du Lovenox, ça dépend si c'est l'œdème qui est dû à une hémorragie ou pas. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions, c'est bon. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Allez, au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Vous avez besoin que je vous envoie le diaporama ou c'est pas la peine? Oui, s'il vous plaît, madame. Ah, sur quelle boîte? La boîte De la DL qui vous de a la... contacté. Très bien, ça marche. Allez, Merci, bonne journée. madame. Au revoir.